5 millions de Tunisiens s'apprêtent à élire dimanche prochain les conseils municipaux du pays lors du premier scrutin local libre qui doit enraciner la démocratie en Tunisie, le seul rescapé du printemps arabe. Une centaine de civils en fuite après les exactions dans 2 localités du centre du Mali. Ils ont trouvé refuge depuis mercredi dans une localité située à une dizaine de kilomètres de Bamako. Le président guinéen Alpha Condé a annoncé jeudi qu'il allait porter plainte à Paris pour dénonciation calomnieuse, ceci dans le cadre du dossier qui ébranle l'homme d'affaires français Vincent Bolloré. C'est la première fois que se tiennent des élections municipales libres et concurrentielles en Tunisie. Les précédentes municipales s'étaient déroulées sous le régime d'un parti unique. 5 millions de Tunisiens sont convoqués aux urnes dimanche prochain pour élire les conseils municipaux du pays parmi 57 000 candidats déclarés dans 350 municipalités. Quelques 30 000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés alors que le pays demeure sous état d'urgence depuis des attentats djihadistes meurtriers en 2015. Cependant, les observateurs s'attendent à une forte abstention. Ces élections municipales ne se font pas dans un cadre idéal ni dans des conditions optimales. Mais il faut les faire parce que la décentralisation prend du temps et qu'il faut commencer à partir d'un moment. On a beaucoup traîné à cause de gestations administratives et politiques. On y est maintenant, l'accouchement s'est fait au forceps, mais allons-y, démarrons ce processus qui va prendre des décennies, qui ne va pas résoudre tous nos problèmes en un clin d'œil, mais qui, sur le long terme, va certainement améliorer les choses au niveau local. Le scrutin marque le premier pas tangible vers la décentralisation inscrite dans la constitution du pays. La Tunisie est désormais dotée d'un code des collectivités locales voté in extremis fin avril qui fait des villes pour la première fois des entités indépendantes administrées librement. Sous Ben Ali et même jusqu'à aujourd'hui, pour qu'une collectivité puisse repeindre une école ou arranger un hôpital, elle devait revenir à l'autorité de tutelle, c'est-à-dire au ministère de l'Éducation ou au ministère de la Santé. Tout ça va disparaître. Selon les observateurs, les 2 poids lourds de la vie politique, Ennahda et Nida Tounes, le parti du président Béji Caïd Essebsi, pourrait l'emporter dans une bonne partie des municipalités. Il n'est cependant pas exclu une surprise dans ce scrutin avec la participation de nombreuses listes indépendantes. Elles vont donner un souffle nouveau, ces élections. Une large partie des personnes qui se présentent ont moins de 35 ans. Elles vont créer une nouvelle vague de femmes et d'hommes politiques engagés pour leur quartier, pour leur région, pour leur municipalité. Et qui sait, peut-être qu'un jour que ces femmes et ces hommes-là s'engageront pour le pays. Et nous avons besoin d'un renouvellement de la classe politique. Ces municipales seront suivies de législatives et présidentielles en 2019. Il fuit les affrontements interethniques du centre du Mali et dénonce les exactions dont sont victimes les membres de la communauté Peul. Il s'agit d'une bonne centaine de personnes, majoritairement des femmes et des enfants. Leur refuge, un bâtiment inachevé de la banlieue de Bamako. Le malheur qu'on a eu, c'est à cause des Dozo qui sont venus. Ils portaient les tenues traditionnelles des chasseurs Dozo. Ils sont venus pour tuer des gens et mettre le feu. Le fils du chef de village a été tué et son premier garçon a été blessé et est soigné à l'hôpital de Bankas. Les balles l'ont atteint au cou. Mon frère jumeau a été tué aussi. Un vieux de 70 ans a été tué. Parce qu'ils ont été chassés de chez eux. Je les ai accueillis. J'ai eu pitié d'eux, car ils sont Peuls comme moi. Ce sont des enfants du Mali. Nous ne distinguons pas les ethnies. Tous les Maliens sont égaux. Si je vois des gens en difficulté, je suis prêt à les aider. Les violences se multiplient depuis 2 ans dans le centre du Mali entre Peuls, traditionnellement éleveurs, et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant majoritairement l'agriculture. La communauté Peul accuse régulièrement les autorités de tolérer, voire d'encourager les exactions de groupes de chasseurs traditionnels à son encontre au nom de la lutte contre les djihadistes, ce que démontrent catégoriquement les représentants de l'État. Nous n'allons jamais oublier
Cette réunion, ici, ce jour, est pour dire plus jamais ça. Pourquoi plus jamais ça? Parce qu'il y a une métamorphose des mêmes violences, des mêmes arbitraires qui se déroulent actuellement. La commémoration chaque année du 4 mai est pour dire plus jamais ça. Le tableau est sombre, chers amis. Pendant que la croissance ne décolle pas, est plombée, pendant que les investissements sont oisifs, irréfléchis, hasardeux, inappropriés, pendant que la corruption est sophistiquée, plus raffinée, plus modernisée, dans le même temps, il y a des tensions sur les acquis du renouveau démocratique et de l'état de droit. Au Bénin, ici ajouté à ce tableau sombre, un lapsus. J'allais dire, ce que je croyais, on croyait un lapsus. Nous prenons quelqu'un, nous prenons un régime, et ce régime dit, du jour au lendemain, vous êtes tous incompétents. Donc, vous allez quitter. Vous n'allez pas compétir et gérer vos affaires. Mais dans le même temps, puisqu'il y a des dispositions de gré à gré, on passe par le gré à gré et on attribue les secteurs stratégiques aux compétents qu'on invite, qui viennent nous envahir et nous, on nous torture. On lie nos mains, nos bouches, nos consciences psychologiquement pour nous dire que nous ne pouvons pas gérer. Or, nous n'avons jamais été incompétents. Nous avons été quartier latin. Moi, mes ancêtres ont été de braves guerriers, de braves scientifiques. Nous savions faire le faire, l'art, la chanson, la culture, l'organisation et la gestion de la société. On les connaissait avant le blanc. Plusieurs barricades ont été érigées à divers endroits de la capitale centrafricaine, dans le quartier musulman du PK5, isolé du reste de la ville. Des habitants en colère ont également bloqué des véhicules et des membres de la MINUSCA avec une attitude hostile à leur égard. La tension était donc palpable ce vendredi, décrétée journée ville morte par la société civile à Bangui. Et je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et à un moment donné il faut agir et nous sommes dans cette dynamique-là. Il va falloir que nous agissions. Cette tension survient après des violences qui ont fait 24 morts et plus de 170 blessés mardi à la suite de l'attaque d'une église qui a déclenché une vague de colère à Bangui et qui a fait ressurgir le spectre des violences confessionnelles dans le pays. Il n'est pas question de dire que chrétiens, musulmans, non. Moi, je suis centrafricain pur. Les gens qui sont avec le Mexique là-bas, là, ils ne sont pas des centrafricains. Eux savent bien qu'ils sont des rebelles, des mercenaires. Ils vont jusqu'au niveau de l'église Fatima pour tuer. C'est à plusieurs reprises qu'ils font ça. L'élément déclencheur de cette violence a été l'interpellation par des forces de défense et de sécurité centrafricaines de Moussa Empereur, un élément d'une milice du PK5. Une église a dans la foulée été attaquée par des hommes armés venus du quartier musulman, causant la mort de plusieurs civils et d'un prêtre. Selon la MINUSCA, l'attaque de l'église était une réaction à l'interpellation de Moussa Empereur, mais selon le gouvernement, elle était une action planifiée depuis plusieurs jours. Je vais porter plainte à Paris pour dénonciation calomnieuse, a lancé sans plus de détails Alpha Condé en haranguant des dizaines de journalistes réunis à la maison de la presse de Conakry à l'occasion de la journée mondiale pour la liberté de la presse. Le président guinéen, 80 ans, et réputé proche du milliardaire français, ne s'était pas encore exprimé depuis la mise en examen retentissante le 25 avril de Vincent Bolloré. L'ancien opposant historique, élu en 2010, n'a pas précisé contre qui il entendait porter plainte, mais il a vertement reproché à la presse guinéenne de ne pas avoir joué son rôle pour défendre le pays. Vous n'avez jamais protesté quand on raconte des histoires sur votre pays parce que vous continuez à désinformer la population. C'est à Paris qu'on va s'expliquer parce qu'aucun de vous n'a cherché à savoir ici la vérité, a lancé Condé.
Le président avait résilié le 8 mars 2011 par décret la convention de concession du terminal du port de Conakry octroyée en 2008 pour 25 ans à Jetma, filiale de l'armateur français NCT Necotrans, pour la confier au groupe Bolloré. Les magistrats français qui ont inculpé Vincent Bolloré, notamment de corruption d'agents étrangers, tentent de déterminer si le groupe a utilisé les activités de conseil politique de sa filiale Havas pour obtenir la gestion des ports de Conakry et Lomé via une autre de ses filiales, Bolloré Africa Logistics, anciennement appelée SDV. SDV avait obtenu la gestion de concessions à Lomé peu avant la réélection en 2010 du président togolais Faure Gnassingbé, conseillé dans sa campagne par Havas, tout comme Alpha Condé en Guinée. Le 26 avril, la Commission nationale d'enquête administrative guinéenne a démenti lors d'une conférence de presse toute implication d'Alpha Condé dans l'octroi du terminal à conteneurs de Conakry au groupe Bolloré. Le ministre guinéen de la Justice, Cheikh Sako, avait assuré le même jour que la Guinée allait collaborer avec la France dans cette affaire. Selon une décision postée dans la nuit de jeudi à vendredi sur son site internet, la plus haute instance judiciaire malgache a jugé non conforme à la Constitution plusieurs dispositions de ces tests, notamment sur la révision des listes électorales, la durée des campagnes, l'utilisation des bulletins uniques ou les conditions nécessaires à la candidature à la présidence. Depuis le 21 avril, des centaines de partisans de l'opposition occupent chaque jour la place du 13 mai au cœur de la capitale Antananarivo pour dénoncer l'adoption des nouvelles lois électorales et exiger la démission du chef de l'État. À 7 mois du premier tour annoncé des élections présidentielles et législatives, ils estimaient que ces tests récents avantageaient le seul régime. Dans son arrêt, la Haute Cour a extirpé plusieurs dispositions contestées dans la loi organisant le scrutin présidentiel dans le raccourcissement de la durée de la campagne électorale du second tour de 15 jours à 7 jours ou la possibilité de recourir à des bulletins de vote unique. Il m'est encore difficile de me prononcer avant une lecture approfondie de la décision de la Haute Cour constitutionnelle, mais d'après ce que j'ai entendu, elle a quand même rectifié le tir, a déclaré prudente une députée d'opposition. On avance vers les élections maintenant, s'est réjoui de son côté le président du parti présidentiel, Rivo Rakotovao. Aucun réexamen d'articles n'est exigé, il y a juste des réserves, a-t-il indiqué, soulagé. La crise politique actuelle a débuté le 21 avril. Ce jour-là, une première manifestation de l'opposition contre les lois électorales interdites par les autorités avait dégénéré en graves affrontements avec les forces de l'ordre. Ce face-à-face a fait au moins 2 morts et 16 blessés dans les rangs des protestataires qui accusent les forces de l'ordre d'avoir ouvert le feu à balles réelles, évoquant, elles, un bilan de 5 morts. Le mouvement a depuis viré à la fronde contre le président et son bilan dans un pays qui reste un des plus pauvres de la planète. Mercredi, l'armée et la police malgaches ont mis en demeure le gouvernement et l'opposition de trouver rapidement une issue à la crise. Fatou Bensouda est arrivé à Kinshasa mardi. Au menu, rencontre avec les différents partis politiques, le chef de l'État congolais, l'autorité judiciaire ainsi que les membres de la société civile. À l'occasion, la procureure de la Cour pénale internationale a appelé les autorités du pays à prévenir et à mener des enquêtes sur les crimes. Ici, en terre congolaise, je veux réitérer mon appel lancé aux autorités et au peuple congolais. Il faut tout faire pour prévenir et éviter tout comportement de violence criminelle contraire au statut de Rome. Nous tentons de faire ce que nous pouvons avec nos faibles moyens. Mais je pense qu'il est très important que le Congo fasse partie de la Cour pénale internationale et qu'il saisisse la Cour. Nous ferons ce que nous pourrons pour répondre à la situation et aux crimes qui ont été commis, quels qu'en soient les auteurs. Address the crimes that have been committed by whosoever committed those crimes. La procureure de la Cour pénale internationale a également souligné l'importance des procédures nationales contre les responsables de crimes en République démocratique du Congo.